Alors bonsoir à ce café littéraire qui se tient encore une fois sous la tente. Nous en avons fait un par mois sous la tente. Donc, alors un café littéraire un peu spécial. Non pas qu'il va se terminer par des agapes comme vous pensez ou comme vous avez pu le croire, mais il y aura une dégustation. Donc on joint la théorie à la pratique grâce à ces dames. Alors, notre sujet ce soir est des plus sérieux, parce que la cuisine c'est quelque chose de très sérieux. Vous êtes d'accord? Et nous allons parler de cuisine méditerranéenne, alors, autour de deux livres. Un premier qui est le plus récent que je cite, celui de Touria Agoram, qui est juste à ma droite, La cuisine marocaine de mère en fille, paru chez Albin Michel. Et puis, un autre livre qu'elle a fait avec Françoise Gallo, donc c'est un livre fait à deux, et qui est La Méditerranée des saveurs, également chez Albin Michel. Alors je vous signale que contrairement à ce qui est inscrit sur le dos, le livre est à prix réduit depuis quelques temps, c'est-à-dire il est à 15 €. Vous pouvez les trouver tous les deux à l'entrée. Je présente rapidement les deux auteurs, et puis on va rentrer dans le sujet très vite. Je ne vais pas m'allonger sur leur itinéraire. On va peut-être en parler en passant. Alors, Françoise Gallo est d'origine sicilienne. Elle vit à Marseille. Elle a vécu à Marseille, puis à Aix-en-Provence. Et vous avez étudié la philosophie pendant un an. Travaillé. Et vous avez enseigné pendant un an. Alors, travaillé comme journaliste. J'ai vu que vous aviez une formation à AFP, vous avez été au service diplomatique, c'est ça. Et puis, Elle, Le Monde, Libération, donc de grands titres. Et puis vous avez basculé dans, si on peut dire, dans la mise en scène, et puis petit à petit le cinéma, vous êtes mis à écrire et réaliser des films et des documentaires. Pouvez-vous nous en citer au moins un comme ça, des documentaires récents? Le micro. Non, il faut juste parler le micro. Récent, Puccini qui est en cours. Voilà. Bon, il n'est pas sorti. Non, pas d'accord. encore. Voilà. Très bien. Et puis, Touria Agoram, qui est marocaine, d'origine marocaine, qui est française aussi, j'imagine, et qui a été chargée de la communication à l'Office national marocain du tourisme pendant plus de 30 ans, avant d'être directrice des offices de tourisme du Maroc au Benelux entre 84 et 88. Alors, vous avez à votre actif des parutions déjà dans la cuisine. La cuisine marocaine de mère en fille était déjà parue, et là, vous l'avez repris, donc 14 ans plus tard, et évidemment la Méditerranée des saveurs. Alors, ce que nous allons faire, je pense, est très simple. Nous avions commencé un peu l'autre jour à parler de cette Méditerranée. Bon, la Méditerranée a le don à la fois d'apaiser les gens. On se réfère toujours à la Méditerranée pour mettre en avant les échanges, les symboles d'échange et tout. Mais la Méditerranée, elle est souvent prétexte à s'étriper. Et elle s'est tripée au sujet de cuisine. Moi, j'ai assisté à pas mal de discussions très vives entre des dames qui se lançaient à la tête des recettes, des variantes de recettes sur certains plats. On ne va pas en arriver là. Donc, on va procéder peut-être de façon très pragmatique. Une première question, elle est très vaste, mais si vous pouviez en deux mots, l'une puis l'autre, nous dire... Est-ce que vraiment il y a une cuisine méditerranéenne et en quoi elle consiste? Françoise Gallo. Je pense que oui, il y a la cuisine. La base, c'est l'huile d'olive, déjà l'olive.
l'olive, elle est partout dans la Méditerranée. Il y a... L'olivier n'est plus méditerranéen depuis quelque temps, vous savez ça. C'est répandu dans le monde. Oui, Je parle de l'olivier. Mais oui, il y a une cuisine méditerranéenne. Il y avait des ingrédients communs, il y avait la mer commune d'une rive, que ce soit l'Afrique du Nord ou que ce soit le sud, la Provence, l'Italie, etc. Il y avait quand même pas mal d'ingrédients communs. Maintenant, effectivement, si les femmes, des personnes s'écrivent sur les recettes, c'est parce qu'il y a énormément de variantes. Ça, on prend, ne serait-ce que sur la couverture, vous avez le poivron, l'aubergine, il y a des dizaines de variantes, rien que pour ces deux légumes, parce que on le fait comme si en Italie, on le fait comme ça en Espagne, on le fait comme ça en Tunisie, on le fait... voilà, mais à la base, il y a des ingrédients communs, des légumes, des fruits, des poissons, voilà. Oui, mais que faites-vous lorsque, par exemple, vous avez un livre qui vous montre la cuisine méditerranéenne, on vous met de la tomate, l'aubergine, etc. Et la tomate est venue d'Amérique au XVIIIe siècle. En quoi est-elle méditerranéenne? Qui est arrivée en douce sur un bateau. Torilla, c'est les ingrédients. Oui, mais les ingrédients, la tomate, la cuisine existait avant la tomate quand même. En Méditerranée, on utilisait... Donc c'est les manières de faire. C'est la manière de faire qui a changé. Mais avant, on utilisait ce qu'il y avait sur place. Et puis de toute manière, ce qu'il y avait sur place, il était toujours... Il venait, il recevait. Parce que c'est quand même une région qui était très... où il y avait énormément de passages, énormément de gens. C'est tout le commerce des épices, tout le commerce de l'or qui va du nord au sud, etc. etc. Et toute la Méditerranée, je crois, était un peu ouverte à tous les apports. Et puis, elle a un climat, je crois qu'il ne faut pas oublier, qui l'a beaucoup avantagé. On parle des huiles d'olive, on a toujours parlé de l'Espagne avant, au temps des Romains, où on disait que l'Espagne a des huiles, a du safran et a des fruits et légumes frais. Même au temps des Romains, même avant l'apport des autres. Donc parce qu'il y a un climat qui est commun à tous ces pays et qui a quand même beaucoup avantagé. On pouvait aller dans les prés cueillir un peu de thym avec de l'huile d'olive, avec un peu de ce qui existait comme légumes frais, et on faisait un tagine. On n'avait pas besoin d'autre chose. Et puis il y avait l'élevage, et puis il y avait les poissons. Les poissons, on les faisait différemment selon qu'on est en Espagne, en Afrique ou ailleurs. Mais il existait des matières premières bien avant n'importe quoi. Et après, il y a eu l'apport de la tomate. Donc la tomate, il y a eu après. Alors pour composer votre livre, c'est ça pour être plus pragmatique, on ne va pas se lancer dans des théories. Pour composer votre livre, vous avez essayé de démontrer dans la pratique ce qui était méditerranéen en faisant quoi? En mettant des plats de plusieurs pays qui étaient des variantes. Vous pouvez nous en dire plus? Par exemple, le caviar. Juste un petit mot. Oui. Vous savez comment il a été fait ce livre? Oui, dites-nous. Tu te souviens? On était chez elle à Aix-en-Provence et on était dans la cuisine. Et on disait, ah, toi, comment tu fais? J'ai dit, mais non, mais c'est pas comme ça qu'on le fait, nous. Et puis voilà, on a discuté, ça tu le fais, mais non, on le fait pas comme ça, on ajoute ça, on ajoute ça. Elle a dit, pourquoi on ferait pas... Mais on voulait faire un livre sous forme d'un film, où il y aurait plusieurs amis, un scénario. C'est pas un scénario où il y aurait plusieurs amis comme ça, de Tunisiens, Algériens, Marocains, Espagnols, Corses, Italiens, et qui chacun commence à dire comment il fait l'aubergine, comment il prépare tel plat, comment il prépare tel plat. Voilà. Oui, En fait, c'est pas tant l'aubergine que la façon de la préparer. C'est la façon de la préparer, oui, bien sûr, le légume est pareil. Prenons l'exemple des caviars, de tout ce qui... Vous avez pris plusieurs pays. Oui, on s'est partagé le travail. Hein, parce D'accord. que, bon, elle a fait la partie qu'elle connaissait le mieux, c'est-à-dire le Maghreb. Quoique moi, je suis intervenue sur la Tunisie parce que je suis née en Tunisie. Donc, il y a quand même des choses de la Tunisie que je connaissais assez bien. Et puis, j'ai fait l'Italie, la Grèce, enfin
fameux. Donc le caviar d'aubergine avec un filet de vinaigre, c'est vous. Je ne me souviens plus. Si, nous on le fait au Maroc, on le fait. Le caviar d'aubergine avec un filet de vinaigre à la fin. À la fin, d'accord. Voilà. Mais bon, c'est vrai que la maison que j'ai en Provence est toujours un terrain de pugilat sympathique. Mais il y a beaucoup de gens de nationalités, de cultures, de races différentes qui viennent et qui disent à midi on va faire ça, mais on va faire. Un grec dit on va le faire comme chez moi, une marocaine dit non, c'est pas comme ça, on fait comme chez moi, etc. etc. Et c'est là où on s'est dit tiens, ce qui serait intéressant, c'est de recenser tout ce qui est quand même semblable d'un pays à un autre. Et après, on énumère certaines recettes, parce que on n'a quand même pas exactement les mêmes recettes. Donc, voilà. Alors maintenant, pour être pragmatique, moi je ne sais pas être pragmatique, parce que moi j'adore la cuisine, j'adore manger, j'adore la faire ici, mais je fais beaucoup avec ce que j'ai à la maison. C'est très rare quand si, il m'arrive de prévoir quand même, au fond, il m'arrive d'être quelqu'un d'organisé, de faire des courses en fonction d'une recette, etc. Mais ce que j'aime, moi, dans la cuisine méditerranéenne, c'est qu'on peut inventer à peu près n'importe quoi avec 3 ou 4 ingrédients de base. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la cuisine française, par exemple. La cuisine française, c'est beaucoup plus codifié. Cela dit, je ne suis pas spécialiste de la cuisine française. Oui, moi je ne sais pas non plus. Mais quand vous dites ça, bon, on n'en sait pas plus. Quand vous dites, bon, avec peu de choses, on peut faire quelque chose, vous ne donnez pas la clé. Quand j'ai rien, par exemple, là j'ai eu des amis tunisiens, ils adorent les pois chiches, j'ai ouvert une boîte de pois chiches et j'ai fait un houmous avec du citron, de l'huile d'olive, du sésame. Et voilà, je ne suis pas libanaise, mais je sais faire ce genre de choses. Voilà. Et ça, c'est une recette. Et c'est pas compliqué à faire. Oui, voilà, oui. Ça prend du temps, mais c'est pas du tout. Et c'est pas cher, et c'est délicieux. Donc, des exemples comme ça, je peux vous en donner 365, puisqu'il m'arrive quand même au moins une fois par jour de faire quelque chose à manger. Et qu'est-ce qui est sicilien, par exemple? Alors, ce qui est sicilien, il faut savoir que la cuisine sicilienne, c'est une grande cuisine extrêmement raffinée, qui est héritée des Français, parce que la tradition, ça vient plutôt de la cuisine française. Après, il y a eu les apports arabes, etc. Mais il y a aussi une cuisine extrêmement simple, à base d'ingrédients frais, de pêche, de légumes, etc. Dans les familles, on fait beaucoup de la pâte, la pasta. On fait même la pâte à la main. Moi, j'ai connu ça, la pâte à la main. Et puis, on fait des farces pour les cannelloni, les raviolis, des trucs comme ça. Après, on fait le fameux panettone, le polpettone, du moins, qui est dans le livre et qui varie d'une famille à une autre, en fonction de ce que vous avez. C'est aussi une cuisine d'imagination. C'est beaucoup une cuisine d'imagination, la cuisine méditerranéenne, et spécialement la cuisine sicilienne. Et c'est très difficile de décrire quelque chose sur la cuisine sicilienne, parce que c'est un peu comme la cuisine provençale à un moment. Il y a eu le formidable livre de Reboul qui a tout recensé, mais dans chaque famille, il y a une recette différente pour pas la minestrone, parce que c'est le nom de cette soupe qui se mange en Provence, qui s'appelle, une variante du minestrone, soupe épisto, voilà. Pour les tomates farcies, c'est très difficile d'avoir une recette, parce que vous avez autant de recettes qu'il y a de familles. Voilà. Et en Sicile, pour certains plats cuisinés, certains plats populaires, qui sont très populaires, comme le polpettone, qui se fait avec des restes du gigot du dimanche ou du rôti du dimanche ou des trucs comme ça, vous avez une recette par famille et qui se fait
avec aussi les herbes qu'on a dans le jardin. Et donc on a essayé quand même de donner une sorte d'archétype, si vous voulez, de recettes, par exemple pour ce polpettone et pour certaines recettes. Est-ce que vous avez eu des réactions un peu critiques de la part des Orientaux? Parce que vous êtes toutes deux, vous n'êtes pas de l'Orient, je veux dire Syrie, Liban, Égypte. On a toujours eu des c'est me dire c'est pas mal, mais moi je ne fais pas tout comme à fait ça. Je ne fais pas comme ça. Et quand elle dit que Mais c'est ça vrai, fait une base, c'est quand même une base. et de toute manière, quand elle parle de la cuisine méditerranéenne, moi quand je vais au Maroc, est-ce qu'il y a une famille qui cuisine comme l'autre? Il n'y en a pas. Il y a toujours une différence. Quelqu'un qu'on va à Marrakech, qu'on va à Fès, mais pas seulement une cuisine locale, mais une cuisine familiale. Alors moi j'ai été surpris de votre découpage. Il est très simple dans votre livre. C'est-à-dire la ville, Citadine, oui. Ouais, citadine, et puis déjà ça fait ça, si je devais faire... Non, mais vous par exemple, pour avoir lu ici et là des articles, on met en avant quelquefois la particularité d'une cuisine d'origine andalouse. Vous n'en parlez pas. Comment ça, j'en parle pas, bien sûr, Fès. Non, mais vous le mettez dans Fès, oui, dans les villes. Oui. Marrakech et Fès sont ensemble. Se ressemblent pas tellement, sont ensemble parce que c'est la cuisine citadine. Ouais. Mais je ne pouvais pas faire par cuisine. Et quand je parle de la cuisine citadine, il y a l'apport de la cuisine andalouse. Mais de toute manière, même par exemple à Essaouira et à Safi, il y a l'apport de la cuisine andalouse. Là aussi, il y a le poisson. Qu'est-ce qui sépare les deux? Qu'est-ce qui sépare vraiment les deux? Voilà. C'est-à-dire que c'est la dominance de certains ingrédients, comme les céréales, comme les légumes frais dans certaines régions, comme par exemple si on va dans le Sahara, c'est vraiment les céréales qui priment, la viande de chameau et le lait de chameau. Vous voyez, mais même ces ingrédients-là, ils ont été aussi imprégnés de l'apport de la cuisine andalouse et de la cuisine juive aussi, il ne faut pas l'oublier. Tous les juifs qui vivaient en Haute-Atlas et à Taroudan et dans le sud du Maroc, ils ont aussi laissé leur empreinte. Donc on le retrouve dans ces cuisines-là. Quand on va dans le nord, là c'est beaucoup plus la cuisine des poissons, la cuisine portugaise, sur la côte Safi par exemple et Essaouira, c'est une cuisine où il y a eu énormément d'apports de portugais. Donc on trouve la cuisine andalouse mais avec un petit peu d'apport portugais. Donc c'est ça, il y a eu tellement d'apports. Et puis le Maroc était ouvert. Et c'est une cuisine qui a su donner et recevoir. Alors d'Afrique noire, qu'est-ce qui est entré? D'Afrique noire, il y a les couscous, certains couscous, très piquants, avec des légumes. Mais c'est tout. Mais il n'y a pas eu... les ingrédients, c'est le piment. Je crois que c'est ça ce qui a été le plus apporté au Maroc. Et puis il y a le tafilalet, donc ça c'est... le raffinement du Sijil Massa, il y a eu aussi cet apport qu'ils ont gardé, et on retrouve beaucoup à Fès grâce la plupart des cuisinières, ce qu'on appelait avant les Tipaha, c'était des gens du Tafilalet, qui étaient les plus grandes cuisinières qu'on faisait venir dans les grands mariages et tout ça. Vous pouvez mentionner je sais pas, un plat tout ça qui serait typique de Tafilalet? Oui, par exemple. Par exemple, c'est le couscous medfoun. C'est un sfamdfouna, en fait, on l'appelle. C'est un espèce de couscous dans lequel on fait soit avec des pigeons, soit avec un poulet, mais qui sont enfuis à l'intérieur du couscous. Et à l'extérieur, il y a soit on le fait avec des oignons caramélisés, soit avec certains légumes très raffinés et des raisins secs. Voilà, ça c'est un apport qui est venu du tafilalet. C'est principalement tafilalet. Bon, on le retrouve maintenant partout, bien sûr, mais bon, il n'est pas fait de la même manière là où on va. Avant de passer, je pensais
à parler de la cuisine actuelle, mais avant ceci, dans le Nord, Fès, etc., c'est une cuisine d'emblée qui se présente comme une cuisine riche, non? C'est une cuisine riche, très raffinée, oui. mais qui avant, par exemple, les Fassis, avant les Andalous, ne mangeaient la viande qu'une fois par semaine. Ils mangeaient beaucoup de légumes, beaucoup de salades, de choses frais, mais pas beaucoup de viande. Mais après, quand il y a eu l'apport des Andalous, donc c'est devenu une cuisine très raffinée où on trouve ce qu'on trouve aussi à Marrakech, parce que tout a été importé, mais par exemple, il y a certains plats à Marrakech où on trouve qu'à Marrakech et Taroudan, c'est tourgia, par exemple. Ça, c'est un apport du sud. Ou alors, à Marrakech, ce qu'on appelle le kfoul. Le kfoul, c'est un tagine. Ça, je peux en parler. Quand ma sœur s'était mariée, elle est partie à Fès, et qu'elle a fait ce tagine-là, pourtant elle était mariée avec une famille des Idrissi, qui sont quand même une famille connue. Tout le monde était en verre en se disant, mais on n'a jamais mangé ça. C'est un tagine qui est fait à base de tomates, et des tranches de tomates, des tranches d'oignons, de la cannelle, et tout ça est fait dans un tagine, et couvert. Le tagine est couvert à l'époque, donc il n'y avait pas les fours, couvert d'une plaque en fer dans laquelle on met des braises pour le caraméliser au-dessus. Voilà. Ça, c'est des choses comme ça de famille. Il y a aussi, moi je ne sais pas, j'ai cité dans ce livre, quand j'avais fait le lancement de Peugeot, la 307 de Peugeot, pendant 2 mois à Taroudan, où toutes les semaines, pendant 2 mois, je devais faire un dîner pour 190 à 200 journalistes du monde entier, dans les orientaux compris. Et je me souviens très très bien du PDG de Peugeot qui m'a dit, Madame Agoram, je ne voudrais pas que vous étonniez les journalistes et les gens étrangers, mais je voudrais que ce soit les nationaux qui soient étonnés. Et bien, ça n'a pas marqué, parce que j'ai des recettes de famille que personne ne connaissait. Et le gouvernement était venu me dire, vous avez sorti ça d'où? J'ai dit de ma famille. Après, quand j'étais petite. Elle était tellement parce qu'elle était avec moi. Alors, bonne transition de mère en fille, donc il y a dans votre livre plein de recettes. Il y a des recettes qui sont de famille. De famille. Je sais pas. Lesquelles, par exemple? Une comme ça? Eh bien, par exemple, la pastilla aux dates secs, je ne sais pas comment on les appelle en France. C'est des dates très 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 sèches qu'on fait cuire à la vapeur et qu'on fait passer au malax avec des noix, des amandes, et ça fait la farce de cette pastille. D'accord. Ça, et les feuilles sont faites avec un entonnoir. Vous savez, vous avez l'ustensile sur lequel on met la pastilla, et la pâte est assez liquide, et un entonnoir, et on va comme ça. Et après comme ça fait une feuille qui est avec un petit carré. C'est comme si c'était de la dentelle. Tout à l'heure, Tori a parlé de viande consommée au fait, une fois par semaine, etc. En fait, c'est la même chose partout, non? En Sicile, j'imagine. Oui. Bah, dans ma famille, la viande une fois par semaine. En général, le dimanche, c'est tout. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, quelquefois, une sorte de confusion dans la tête des gens, parlant de cuisine méditerranéenne, de parler justement d'une cuisine qui serait la cuisine du pauvre montagnard, avec beaucoup d'herbes, avec des ingrédients qu'il trouve dans son petit jardin, etc. Peu de viande, tous les laitages qui viennent de la chèvre, etc. Et donc ce qu'on appelle le régime crétois ou méditerranéen. Oui. Est-ce qu'il y a une différence, non? Entre le régime crétois et la cuisine méditerranéenne, il y a une cuisine méditerranéenne riche, variée, je dirais pas opulente, je dirais pas grasse. La cuisine méditerranéenne,
D'ailleurs, on l'a écrit dans le livre parce qu'il y a par exemple la moussaka grecque, ça fait toujours peur aux gens parce qu'ils se disent oh là là, c'est riche, etc. Et c'est prouvé, essayé, testé, etc. On peut faire une moussaka vraiment maigre, enfin pas maigre, un peu plus légère, voilà, c'est ça. Pour moi, la cuisine méditerranéenne, c'est pas une cuisine grasse. Touria et moi, quand on cuisine, elle a sa façon marocaine. On ne met même pas la valeur d'une cuillerée à café dans une, par exemple, si c'est au four ou si c'est à la poêle. Et elle est pire que moi, parce que moi j'achète le litre de elle achète le demi-litre. J'utilise pas parce que. Et moi, le temps que j'utilise le litre, elle utilise le demi-litre. Mais bon, on utilise très peu de gras, vraiment. On utilise des herbes, on utilise. Voilà, nous, côté italien, côté Provence, on utilise plus l'ail. L'ail qui est pour moi un ingrédient merveilleux dans la cuisine. Les Marocains un peu moins. Si, quand même, on utilise l'ail cuit. Beaucoup cuit. Mais c'est pas une cuisine. À la base, c'est pas une cuisine riche, grasse, lourde. Moi, je me souviens des pâtes, par exemple, des raviolis à la ricotta et aux épinards. Je crois que ça reste ma Madeleine de Proust. C'est un souvenir extraordinaire. J'en ai jamais remangé, même dans les très grands restaurants italiens, parce que c'était d'une délicatesse et d'une légèreté, voilà, que je serais bien incapable, moi, de reproduire. C'est comme l'amour des Égyptiens pour les lentilles. Ils ont un Égyptien qui ne mange pas de lentilles, il devient fou. Les fèves aussi. Il va faire des lentilles aux œufs, etc. Mais moi, j'ai dit, par exemple, c'est vrai que la cuisine méditerranéenne, on dit aussi que c'est une cuisine très économique. Donc, dans un repas normal de famille, quand on ne reçoit pas, il y a beaucoup de salades, il y a beaucoup de lentilles, ce qu'on appelle la cuisine vraiment économique qui apporte un petit peu. Il y a le tagine, mais à côté de ça, il y a plein de choses qui ne coûtent pas cher. On parlait aussi des restes. Nous, on avait une fois par semaine, je me souviens très bien, ma mère faisait le tagine soirée. Alors le tagine soirée, c'est tout le reste de la semaine, que ce soit le poulet, la viande, tout ce qui restait. Et elle faisait ça avec une espèce d'omelette dans laquelle elle met du coriandre, du persil, du tout, et elle le met dessus et ça fait un tagine magnifique. Du citron confit et tout, et ça fait un... Et c'est très bon. Et ça fait tous les restes. Mais il y a tout de même des sortes d'opposition, de frontières. Par exemple, les légumes crus. Hein. Le Tunisien arrive à Beyrouth, il a en horreur des grands plats de légumes crus qu'on mange sur place, etc. Il veut sa salade de cuite, de chouïa, etc. Voilà. Donc ça, je pense qu'il y a aussi comment expliquer ces frontières ou ces... Maintenant, les frontières elles s'estampent de plus en plus. Les goûts changent, les goûts évoluent beaucoup, les goûts se télescopent maintenant. Mais je ne sais pas, à l'époque, peut-être que c'était une tradition. Je sais que la salade méchoui, moi j'adore cette salade, c'est une de mes préférées. Mais qu'est-ce que c'est long et pénible à faire. Donc les Tunisiens, je vais vous répondre. Les Tunisiens, ils aiment la méchouïa parce que c'est pas eux qui l'ont l'avant, c'est leur mère et leur femme. Non, mais de toute manière, moi je sais pas, chez nous au Maroc, il y a le cru, les salades crues et les salades cuites chaudes, ce qu'on appelle chaudes. Donc, et ça, c'est ce qui a été rapporté par les Andalous, les salades crues. Oui. Voilà. Donc on revient à... Zariab qui avait rapporté ça. Non? Ben oui, c'est ça. Et là, il y a toujours autour... Il y a au Maroc, des choses qui sont propres à Tanger, ces régions-là. Oui, bien sûr. Et au sud, Par exemple, le Sahara. Le Sahara, il mange que de la viande du... Oui. Et ils ne mangent que de la viande de chameau et du lait de chameau.
Et c'est pour ça qu'ils sont très minces, parce que la viande de chameau n'est pas du tout grasse. Et le lait de chameau non plus. Et c'est des gens qui ont des silhouettes à 85 ans. Une bonne femme, elle était vraiment d'une minceur extraordinaire, très vigilante et tout, mais ils mangent beaucoup de céréales, beaucoup, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, et du poisson, de temps en temps, sur la côte, pas toujours. Et la viande, ils la mangent une fois par semaine jusqu'à maintenant, parce que j'ai fait une enquête, c'était au mois de novembre de l'année dernière, et pour eux, ça n'a pas changé. Hein. Vous voulez dire quelque chose tout à l'heure? À propos de quoi? On parlait des salades, le nord et le sud. Oui, puis aussi il y avait peut-être le fait que les maraîchers on mangeait peut-être plus de légumes crus là, près des endroits de production ou des endroits où il y avait des grands marchés. Par exemple en Tunisie, moi je me souviens quand j'étais enfant, il y avait le souk des herbes, souk el-Arb, voilà. Et c'était qu'une seule fois par semaine, c'est-à-dire qu'on mangeait, on achetait les légumes qu'une seule fois par semaine. Il n'y avait pas de frigo comme maintenant, il y avait des espèces de petits comment on appelait ça, des glacières, voilà. Et donc il fallait consommer ça sur le moment. Alors après on faisait cuire. Donc on fait souvent cuire les légumes parce qu'on ne peut pas les conserver longtemps. Et donc d'où l'invention peut-être de la méchoui voilà. Moi je ne connais pas l'histoire des recettes, mais je connais leur vie. Moi c'est un petit peu pour vous faire dire que, bon, Méditerranée certes, mais il y a pas mal d'opposition et de différences. Hein. Il faut pas... Il y a beaucoup de richesses. Voilà. Il y a beaucoup de richesses. Quand on me dit Méditerranée, je me dis, bon, c'est pas... Il n'y a pas tellement d'opposition, je pense pas. Il y a des habitudes, surtout. Oui, il y a des habitudes culinaires et qui viennent des origines, des mœurs, des religions. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on a essayé, même dans le temps des Andalous, avec l'islam, de camoufler tout ce qui était religion et tout ça, et ce n'est pas parti, parce que ça reste quand même ça aussi. Et je crois que c'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de cuisine, alors à la plus forte raison d'un pays à un autre. Hein. Mais quand elle parlait tout à l'heure de la Sicile, moi j'ai eu l'occasion d'assister, de faire partie d'un jury du couscous à San Domenico del Capo. Eh bien, c'est toute une rue de gens qui roulent encore le couscous à la main. Toute une rue. Et dans la ville d'Agrigento, dont ma famille est originaire, il y a ce qu'on appelle le couscous agrigentino, et qui n'est pas du tout du couscous, qui est une sorte de purée grossière d'amandes au miel, avec des pistaches, c'est une absolue merveille. Ça n'est plus fabriqué que par des religieuses maintenant, la plupart. Et le jour où un confiseur ou un pâtissier s'emparera de cette recette, je ne crois pas fortune, hein, parce que c'est vraiment... il y avait la pasta reale et aussi, pardon, vous connaissez, hein? C'est le couscous d'eau en Tunisie. Voilà, en Tunisie, d'où. Oui, d'où. voilà. Ouais. Les couscous agrigentino, c'est vraiment... il n'y a pas de raisin sec, c'est vraiment... De la Ça fait un grenade. peu comme le slow, non, c'est juste... Et c'est une tradition des Bourbons, en fait. Hein. C'est une tradition des... toujours l'origine française. C'est pas l'origine française, parce que c'est tout des tours et des détours, la cuisine marocaine. C'est toute une histoire avec une petite histoire qui a suivi la grande histoire. C'est les apports des uns et des autres, etc. Et puis chacun fait sa cuisine à sa façon, en fonction de ce qu'il trouve sur place, l'influence qu'il a reçue, ses goûts personnels, sa culture religieuse, etc., etc. Il faut savoir qu'en Sicile, les Bourbons adoraient la pâte d'amande. Enfin, les rois, la famille, je sais pas moi, ils adoraient Louis XIV se faisait servir cette pâte d'amande qu'on a baptisée la pasta reale, la pâte du roi. Hein, bon. Et donc, c'est resté une tradition, il l'a commandé et les gens lui
faisait, etc. Donc ce que mangeait le roi, les nobles voulaient manger, puis ensuite après les moins nobles, et puis les moins nobles, puis ça s'est répandu, ça s'est répandu. Et puis finalement, quelqu'un a perdu, pas perdu la recette, mais il y a eu moins de production d'amandes, il y a eu moins de commerce autour de l'amande sicilienne, qui, je vous le rappelle, est une meilleure du monde avec celle de la Provence. Après, il y a la grecque, et après... Et en dernier, il y a la Californie. Hein, bon. Et non, mais c'est vrai, hein, c'est une des meilleures, celle de... Et cette recette s'était perdue, sauf dans les couvents. Voilà. Et moi, je l'ai connue parce que j'avais fait un film sur Leonardo Sciascia, qui commandait sa pasta reale et son couscous agrigentino au couvent de Santo Spirito à Agrigento. Et c'est comme ça que je suis revenue. La recette, c'est très facile à refaire. Hein. C'est une sorte de frangipane pas cuite, quoi. Voilà. Sans les œufs, avec du miel et des amandes, c'est tout. Il n'y a même pas les raisins secs dont monsieur parlait. C'est des petits cailloux d'amandes et de pistaches, mais c'est la pistache de Bronte, c'est les amandes locales, c'est le miel local, et ça change tout parce que le miel a un goût particulier, l'amande a un goût particulier. Voilà. Vous voulez parler? Non, j'ai dit c'est sûr, la qualité des ingrédients, on fait beaucoup dans les cuisines. On n'a pas beaucoup parlé de pâtisserie, hein, à part dans je me rends compte en vous entendant que la pâtisserie, c'est la même règle. La pâtisserie, alors en Tunisie, en Provence, c'est beaucoup de choses. Ben, c'est un peu comme pour vous au Liban, beaucoup de choses à partir de l'amande quand même. À partir de l'amande, à partir du miel, à partir de certains fruits et des fruits secs, par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'il y a la pâtisserie, il y a une chose importante dans la pâtisserie, elle est un conservatoire de tradition, dès lors qu'elle est liée à des festivités religieuses, etc. Et je me rappelle savoir publié un texte qui m'a été proposé par une dame qui s'intéressait beaucoup aux cuisines de l'Andalousie, etc. Et qui avait trouvé une pâtisserie dans des villages d'Andalousie qui s'était, semble-t-il, maintenue sur des siècles, justement parce que liée à des fêtes. À des fêtes. Religieuses. Alors là, je pense qu'on doit avoir le même phénomène de la pâtisserie des fêtes, qui bouge peu, et d'autres pâtisseries qui sont celles des grands festins en quelque sorte familiaux. Ben c'est sûr, par exemple les cornes de gazelle, par exemple la chipatia, c'est cette rosace qu'on fait avec du miel, c'est propre au ramadan, tout à fait. Pendant le ramadan. Et ça l'est partout, même en Orient. Oui, tout à fait. Donc voilà, les cornes de gazelle, selon qu'ils soient bâtis ou fassi ou marrakchi, c'est aussi quelque chose qu'on fait pendant les fêtes, pendant les grands mariages. Donc c'est vrai que certaines sinon il y a le bjmat, il y a des choses qui sont plus faciles et qu'on fait pratiquement tout le temps et qu'on mange le matin pour le petit déjeuner et tout. Ça c'est autre chose. Est-ce qu'il y a l'équivalent au nord de la Méditerranée? Du côté de la Provence, ouais. Il y a toujours l'amande, le miel. Mais c'est plus les mêmes pâtisseries. Non, c'est plus les mêmes pâtisseries. Mais par exemple, à Aix-en-Provence, il y a le calisson. Le calisson, qu'est-ce que c'est? C'est de l'amande et du miel et un abricot et autre chose. J'ai eu l'occasion de lire le livre de Giono, les recettes de Giono qui ont été recueillies par sa fille. Il adorait une sorte de frangipane, que j'ai faite d'ailleurs très souvent, qui est absolument délicieuse. C'était lui qui l'a cuisiné et qui est donc à peu près ce que je disais du couscous agrigentino, sauf qu'il y a un jaune et un blanc d'œuf et un peu de beurre et ce truc un peu plus gras. Et voilà, on a
En Provence, on a des biscuits secs, beaucoup, à base d'amandes, à base de pignons, à base de... Et c'est toujours... ce sont des choses qui ressemblent à ce qu'on peut goûter en Afrique du Nord et même au Maroc et tout. Moi, je vois toujours les similitudes et les petites nuances, voilà. Les sfumature. Mais j'adore les similitudes parce que moi, je sais que j'ai beaucoup aimé la cuisine marocaine quand je l'ai découverte lors de mon premier voyage au Maroc, qui était d'ailleurs un voyage gastronomique à l'époque où Touria était à l'office du tourisme. Et j'ai pas arrêté de dire ah bah tiens ça ressemble à moi aussi je mangeais ça, quand j'étais enfant, etc. Mais en fait j'ai découvert des tas d'autres choses qui m'ont rendu accro à jamais à la cuisine marocaine. Moi le tagine au coin, je trouve que c'est le tagine le plus sublime qui soit. La sauce charmilla, je ne sais pas comment ça s'appelle, je trouve que c'est magnifique. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. La pastilla. Pastilla, c'est un grand plat. Les pastillas. Les pastillas, oui. Moi, je ne mange pas au pigeon. Et le sillo, est-ce qu'on le trouve en Italie? Non, le sillo, elle m'en rapporte toujours. C'est particulier au Maroc. C'est cette semoule que j'appelle moi souvent, je traduis le sable du désert, qui est faite que de grains de sésame, noix, amandes, Mesdames, je ne voudrais pas priver notre public d'un échange avec vous. J'imagine que les uns et les autres, vous avez envie d'échanger, peut-être pas de vos recettes, de vos expériences. Et puis nous avons, Touria a bien voulu, à la fin de cette séance, je vais faire une petite démonstration qui sera suivie d'une dégustation. Alors, si vous permettez, alors je voudrais dire une chose que j'ai oublié de dire au début, c'est que cette séance doit beaucoup à Laure Paoli de Albin Michel, qui est l'éditrice des deux livres et qui nous a beaucoup aidé à l'organiser. Alors, est-ce que nous avons un micro pour le public? Je ne vois pas grand-chose. Qui voudrait intervenir? Vous voudriez? Le micro. Voilà, portez la voix. Ça s'appelle. Bonsoir. Oui. Si les gens peuvent venir parler parce que Désolé. Je voulais dire que j'ai été étonnée que personne n'a parlé de l'Empire ottoman. Oui, j'allais en parler et je me suis dit, on va aller dans un... Tout à fait. Dites un mot. Et l'apport. Bien sûr. Jusqu'à la Grèce, jusqu'à la Bien sûr. Évident. C'est la base. Il y a une chose avec l'Empire ottoman, parce que dans notre magazine, on a eu beaucoup de chroniqueurs et tout, donc on discute avec eux. Il y a une chose qu'ils escamotent un peu, ils en sont conscients, mais un peu pressés, ils disent Empire ottoman. En fait, ça n'a jamais empêché que les métropoles de l'Empire se singularisent l'une ou l'autre par des variantes. Par exemple, Alep, la cuisine d'Alep était l'une des plus grandes cuisines du Moyen-Orient, sans conteste. Bon, et ça, on l'a oublié parce qu'Alep a décliné et tout. Mais il y a ce genre de choses où vous avez une ville qui va développer, par exemple, en pâtisserie, des choses exceptionnelles, et les sultans vont aller même chercher le pâtissier ou le cuisinier jusqu'à Istanbul dès qu'il aura entendu parler de ses exploits. Et moi, je crois que la cuisine ottomane, pour la cuisine marocaine, je parle de la cuisine marocaine, a été plus influencée par la cuisine perse et la cuisine du Moyen-Orient qu'elle l'a été par la cuisine ottomane. Parce que
finalement, l'Empire ottoman n'est jamais arrivé jusqu'au Maroc. Hein. Ils se sont arrêtés à la frontière pratiquement. Il y a aussi les traditions culinaires des grands nomades d'Asie centrale. Voilà, exactement. C'est-à-dire la manière de préparer tout ce qui est yaourt, etc. Elle est typique de chez eux. On les retrouve, il y a une parenté avec la cuisine afghane, par exemple, qu'on mange à Paris. Quelquefois, il y a des ressemblances, un pont. Donc il y a les deux, je crois. C'est une cuisine qui a beaucoup syncrétisé. Exactement. Oui. Mais sauf que nous, on avait plus l'apport par l'Orient, par les Andalous, quand il y a eu qui sont rentrés au Maroc, ils ont apporté beaucoup de choses des spécialistes du Moyen-Orient, enfin de la Perse, du Moyen-Orient. Des questions? Allez-y. Moi, je suis né en Tunisie, à Tunis, et j'y ai vécu 15 ans. Et j'ai pu connaître des plats merveilleux. Je parlais du couscous doux tout à l'heure. Vraiment avec la graine et puis des fruits secs, des grenades, qui étaient servis comme un plat. C'était assez étrange. Avec parce que des secs, effectivement. C'était doux. Mais j'ai pu connaître, et je l'ai fait à plusieurs reprises, ce plat merveilleux, mais qui plastiquement, c'est-à-dire, est un peu rebutant parce que c'est verdâtre. Melouria. J'ai mis des années à apprécier. Quand j'étais enfant, c'était mon cauchemar. C'était parce que c'était très vert et Voilà. mais après j'ai mangé chez des amis tunisiens et c'est formidable, j'adore. Et c'est un très vieux plat. Égyptien. C'est un plat égyptien ou arabe d'Arabie, Oui. mais c'est très ancien comme plat. Et j'oublie toujours le nom de l'herbe. C'est comme des épinards. Et quand on dit que c'est gras, et ben c'est pas gras. Voilà, là aussi. Il faut modérer l'huile. la dose L'huile. Mais ça, c'est uniquement en Tunisie. Ça se mange nulle part ailleurs. Et c'est vraiment un grand plat. C'est merveilleux. C'est un très grand plat. Même moi, j'ai mis je ne sais pas combien d'années, une vie avant d'accepter de manger. Oui. Et c'est à base d'une herbe verte qui est réduite en poudre très fine, qui ressemble un peu à du henné, si tu veux, qui a une odeur très forte, mais j'oublie le nom. Bon, et puis en plus, j'ai toujours vu le nom en arabe, donc et après, on fait cuire pas mal d'ail, des joues de bœuf. Il faut très peu de viande en fait, mais il faut que la viande soit pas maigre du tout. Vrai que et ça, puis on fait une espèce de purée avec cette herbe verte dans laquelle cuit la viande. Et puis on laisse mijoter pendant, je sais pas, assez longtemps. Oui. Et on mange ça avec du pain. Il faut que le pain soit très frais, etc. Et il y a un truc qui fait que si c'est une bonne melouria, on passe le pain et ça sépare la sauce en deux. Et quand elle se rejoint sans, je sais pas, faire de grumeaux, je sais pas trop quoi, c'est une bonne melouria. Voilà. Et c'est délicieux, c'est vraiment... Oh oui, je t'assure, c'est très bon. Mon mari, qui est anglais, qui en a mangé pour la première fois de sa vie, je sais pas quel âge il avait, 60 ans, il est tombé red dingue du plat et il a tout saucé, tout fini. Et c'est comme ça que j'en ai refait 2 fois dans ma vie. Pardon ? J'ai pu en manger dans un restaurant à Belleville. À Belleville, oui, il y a beaucoup de... Et voilà. Je le prépare. La melouria. Alors, melouria, en arabe, ça s'écrit approximativement M-E-K. Melou, L-O-U-K-H-I-A. Voilà. M-E-L. C'est une...
Alger, la mloria, c'est les gombos. Voilà, nous aussi au Maroc, c'est les Voilà, gombos. mais là, c'est Non, mais là, c'est Je ne différent. sais pas les gombos, je pense pas que ce soit les gombos. Mais c'était le plat des pharaons, hein. Il faut savoir que quand c'est arrivé en Égypte, on a appelé ça le plat des pharaons. Voilà. Mais je crois qu'à l'origine, ça vient des tribus arabes, de l'Arabie Mais saoudite. ça n'a pas laissé. Non, ça m'étonnerait, non? Ça m'étonnerait parce que ça serait arrivé. Ça m'étonnerait. Elle est mentionnée. Elle est mentionnée dans les. Il y a un club de la Méloria sur Internet. Hein. Alors, les Il y a des Égyptiens, adeptes. les Égyptiens sont très très choqués par la recette tunisienne parce que Ah oui, c'est pas ah oui, oui, eux font tout à fait Oui, oui. autre chose. Ah oui. Et les Libanais suivent l'une des recettes égyptiennes, mais quand vous parlez mouloukhia avec des Égyptiens et des Libanais, là c'est la guerre. Ah oui. Ben, c'est comme le tagine tunisien. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de manger des tagines dans les familles un peu chics de Tunisie. C'est des tout petits trucs comme ça, ragoût, dans une sorte de petites cassolettes. Donc ça n'a rien à voir avec le tagine, le grand machin, etc. C'est extrêmement raffiné, c'est à la pistache et la plupart du temps c'est à la pistache et aux herbes. Très peu de viande aussi dedans. Ça devient une espèce de confit de viande avec de l'herbe et voilà. Et ça n'a rien à voir avec le tagine marocain parce que je ne sais même pas l'origine du terme parce que tagine en marocain c'est le plat. Ouais, ouais. C'est le plat de terre. Alors est-ce que ce sont les Tunisiens qui ont voulu s'emparer de ça? Est-ce que c'est une vieille recette? Tout ça, je ne pourrais pas vous le dire, mais vraiment, c'est très très beau et c'est des toutes petites cassolettes comme ça. Puis, il y a aussi Oui. le couscous. Et on a parlé du couscous à la viande. Couscous poisson. Poisson. En Sicile. Oui, et en Sicile aussi, oui. Qui est très bon, très très bon. Poisson à la J'adore. démonstration. Est-ce que je vais vous tenir le micro comme ça, vous aurez. Nous prenons une feuille comme ça de pastilla. Normalement, il faut obtenir un rectangle. Alors, on l'applique comme ça. Ensuite, comme ça. Voilà. Et on va couper de côté de manière à obtenir un rectangle. Voilà. Donc, ensuite, je fais comme ça. Je coupe le côté de l'ail. Voilà. Donc, là, je vais couper par rapport à deux rectangles. Comme ça, je vais faire plus de brouillard. Vous le placez devant vous, comme ça. D'accord? Vous commencez déjà à prendre ce pli pour voir comment il va aller. Il va aller comme ça, une fois à droite, une fois à gauche. Et puis si vous avez changé plus de latitude, ce sera encore mieux pour que la farce ne parte pas. Et encore à droite. Et ce qui va rester, je vais essayer de couper. Voilà. Et on va le mettre à l'intérieur. Il faut retourner le plateau. Voilà. Là, j'ai mon triangle. Alors maintenant, on va le faire avec la farce. D'accord? Alors, avec la farce. Donc on prend ça comme ça. Voilà.
ensuite, vous mettez la farce ici. Comme ça vous allez voir, parce que de toute manière, même comme ça, vous mettez la farce ici. Voilà, comme ça, vous allez soit à droite, soit... Quand vous allez à droite, à gauche, le prochain, il va aller à droite pour le pliage. Moi, je fais mon chevalier. Hein? Ah bah vous connaissez. Pour moi, ça mais va. je montre aux gens qui ne connaissent pas. Et après, encore à gauche. Et le petit bout là, on le coupe et on le fait rentrer dans le... D'accord? Allez, on va mettre la farce. Voilà. Donc là, j'ai tourné à droite, je repars à gauche. Ensuite, je repars à droite. Voilà. Je repars à droite. Et voilà mon triangle fait. Donc, je vais mettre un peu parce qu'il est trop. Et on met à l'intérieur, on met un peu de... pour que ça tient. C'est de l'œuf. De l'œuf. On peut faire uniquement de la farine avec un peu d'eau, ça peut aussi. C'est même mieux d'ailleurs. Et on a notre roi farine. C'est bon? Quel est le nom de ce produit? Pardon? Le nom. Brewatch, c'est des brewatch. C'est les petites lettres d'amour. Alors on peut les faire des farces différentes, bien sûr. Là c'est avec du poulet. On peut faire avec du steak haché qu'on prépare à l'avance avec du coriandre, du persil, un petit peu d'œuf pour relier le tout. On peut le faire avec du riz salé ou sucré. On peut le faire avec des amandes, avec une pâte d'amande pour le dessert. Et on les trempe à ce moment-là, une fois qu'ils sont frits, on met à frire dans de l'huile. Il faut mettre beaucoup d'huile pour que ça frit très vite, et quand on les enlève, on sèche l'huile et on les sert. Quand on met avec du miel, on les plonge, quand on les fait sucrés, on les plonge dans le miel avant de les servir. Voilà, pendant que c'est chaud. Question? C'est un peu comme le samoussa. La sambuca, le samoussa sont les grands-parents. La sambuca, c'est les grands-parents, parce que le premier, c'est les Perses. Et c'est quand il y a eu Zélied qui est arrivé dans la cour de Cordoue, il a fait une transformation des mœurs, de la musique et de la cuisine. Les repas raffinés, un déroulement des repas, c'est là où il y a eu les salades froides, après les salades chaudes, les entremets, ensuite les viandes et les volailles, et puis le dessert. Et puis il a apporté pas mal de choses, entre autres l'art de conservation, les séchages, les légumes, la viande et tout ça. Et puis énormément d'autres ingrédients, d'autres recettes. En fait, l'origine est perse. Et en fait, je l'ai trouvé dans le livre de la cuisine andalouse du XIIIe siècle. Alors nous, on avait goûté une fois la cuisine andalouse du XIIIe siècle, c'est pas brillant. Hein. Heureusement qu'on a oublié les recettes et qu'elles sont évoluées. Peut-être qu'elles étaient mal faites aussi à l'époque, on ne sait pas.
C'est vrai que là, il y avait une description de quelque chose d'incroyable, où on met un taureau, dans l'intérieur du taureau on met un mouton, à l'intérieur du mouton on met un petit agneau, à l'intérieur du petit agneau on met un poulet, à l'intérieur du poulet on met un poussin et après un œuf. Et on fait cuire tout ça pendant des journées entières, et après c'est le festin. Alors moi je me suis dit en feuilletant le livre là, de la cuisine marocaine et puis aussi l'autre, je me suis dit bon, dommage qu'on n'ait pas fait cette séance après les fêtes parce que j'aurais essayé quelques recettes et je serais venu me dire bon là j'ai pas réussi, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est vous, voilà. Mais donc ce sera c'est parti remise. Une autre fois. Faut mettre à l'épreuve en tant que cuisinier Ouais. toute l'année, hein, c'est pas que les fêtes. D'accord. On fera un Mais jour un repas de fête, un jour un repas de tous les jours, et un jour un repas économique. Est-ce qu'on va offrir quelque chose à nos... Oui, alors je crois Une petite dégustation de grivois. À propos des variantes familiales, d'abord c'était du bouche à oreille, il n'y avait pas les livres de recettes. C'était la maman dit tu mets ça et ça. oui, mais c'est pour ça qu'on dit des recettes de Voilà, et d'où les variantes aussi. Et chez nous, on dit, alors je vais le dire en arabe, je traduirai, Aynek Mizan. Il n'y a pas 200 grammes de ceci et 200 grammes de ceci. Aynek Mizan, que moi j'ai traduit. C'est très connu chez nous. Ton œil est ta balance. Donc, Chez nous après, aussi. forcément, on n'a pas tous le même œil, on n'a pas tous la même balance. Et du coup, ça fait la Et puis on goûte. Il faut toujours goûter parce que sauf pendant le ramadan. on goûte et on touche la nourriture avec ses mains. Ça c'est très important quand on prépare et tout ça. C'est très très important. Même manger avec les doigts. La nourriture a un autre goût. Et je me souviens très bien quand j'étais étudiante, j'étais au père chez un psychiatre psychanalyste. Et alors, moi la salade, j'adore la salade verte. Et quand je ne la mange pas avec les doigts, j'ai l'impression que je me... Ça n'a pas le même goût quand je le mange avec la fourchette. Et je lui ai dit, il m'a dit c'est très très important parce qu'un jour il est rentré, j'étais en train de donner à dîner aux enfants et je les laissais manger avec leurs doigts et tout. Et il m'a dit, mais c'est extraordinaire, vous avez eu raison de le faire. Parce que comme ça, ils goûtent, ça fait rien, ils se décontractent et tout, ils apprécient beaucoup plus. L'instinct des enfants, c'est de toucher la nourriture. Parce que pour moi, c'était comme ça. Moi, les choses Donc il y a eu une cuisine méditerranéenne, il y en a 1000. Voilà. Non, C'est la conclusion. la conclusion, c'est jamais fini. C'est Ouais. un conte qui aura toujours un autre conte. Un petit recensement, Parce que maintenant, il y a la Mais cuisine ceci, moderne. alors, ceci dit, lorsqu'on par exemple, c'est vrai que les ingrédients ne sont pas un critère, mais en même temps, elles le sont. Par exemple, l'aubergine. Il y a une carte de l'aubergine qui est tout de même méditerranéenne. Et l'aubergine n'est remontée vers le nord que maintenant. Mais il y a des exemples comme ça d'ingrédients qui sont restés dans la zone méditerranéenne. par exemple, maintenant la cuisine évolue, la cuisine méditerranéenne évolue, et on fait des chips d'aubergine, des Ben oui. et c'est très très bon aussi, et c'est pas le nom de tout le monde qui peut faire ça chez soi. Et au Maroc, il y a la cuisine asiatique. Moi, je sais que je mélange beaucoup de recettes. Je mélange beaucoup de recettes avec des apports de cuisine asiatique et des ingrédients marocains. Par exemple, je peux faire un poulet avec toute la sauce et tout le départ marocain. Et à l'intérieur, je vais mettre tout un tas de trucs avec des champignons noirs et des épices asiatiques. Et c'est vraiment le mélange est très 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 bon. Je fais du poulet aussi, un petit peu comme le canard laqué, pas tout à fait, mais avec des épices marocaines. Et je le badigeonne et je le mets à cuire au four avec une sauce marocaine.
Et maintenant, c'est un apport. On fait beaucoup. La cuisine moderne marocaine, maintenant, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup au Maroc. Il y a beaucoup de familles qui font leur propre, ça va être leur propre cuisine. Ils vont peut-être, j'espère, transmettre à leurs filles. C'est pas sûr. Je crois qu'il est temps de lever la séance. On peut continuer à bavarder en aparté, mais comme ça on libérera tous ceux qui nous ont aidés, les techniciens notamment. Merci à tous. Merci à Touria et à François. Merci et alors, merci à tout le monde qui est là, qui nous a supportés pendant toute cette heure. Merci beaucoup.